Contrairement au discours qu'on entend souvent chez les intellectuels, et par intellectuels, j'entends ici des gens comme vous, des gens qui viennent écouter de la philosophie le samedi après-midi au LU. Le problème de la télévision, ce n'est pas fondamentalement celui de la qualité des programmes. En gros, le discours dominant, quand on veut critiquer les contenus proposés par la télévision, se résume à des jugements de valeur binaire. Il y aurait des chaînes dites commerciales qui seraient mauvaises et des chaînes culturelles de bon niveau. Ce n'est pas si simple. Aussi bonnes ou intéressantes que soient les émissions de telle ou telle chaîne, cela demeure de l'image. La télévision demeure un média qui sollicite prioritairement l'imagination et ne permet donc pas de penser correctement certains secteurs de la réalité. Même sur Arte, une image demeure une image. Et ce n'est pas parce que Arte entreprendra de nous montrer des choses qui pensent, des kiliogones ou Dieu, que cela nous placera dans une situation intellectuelle propice pour réfléchir à ce type d'objet. Si je peux risquer une proposition un peu rude, toutes choses égales par ailleurs et indépendamment de considérations morales ou politiques que je n'ai pas à intégrer ici, quand TF1 nous montre des beaux messieurs, des jolies dames, des couchers de soleil, des poursuites de voitures, TF1 fait mieux la télévision, accomplit mieux l'essence de la télévision qu'Arte lorsqu'elle entreprend de nous montrer des kiliogones ou des choses qui pensent. Ce qui ne signifie pas qu'il faille se désintéresser des kiliogones ou des choses qui pensent, comme je reviendrai tout à l'heure. Les deux autres conséquences concernent plus spécialement notre situation contemporaine. C'est une banalité de le dire, mais c'est vrai néanmoins. Nous vivons dans l'ère des images, dans l'ère des écrans. Dans ce livre, L'écran global, Gilles Lipovetsky parle, reprenant le concept, je ne sais pas qui, d'écranosphère, de sphère de l'écran pour caractériser la modernité. Dans toute l'histoire de l'humanité, jamais autant d'images n'ont circulé avec autant de facilité, jamais les gens n'ont été autant sollicités que nous le sommes par autant d'images. Et donc ce rapport imaginaire ou imaginal à la réalité, il est en train de devenir, ou peut-être même, il faut-il dire, il est devenu notre mode d'information privilégié, voire dominant, hégémonique, sur le monde. Cette situation de sollicitation permanente et accentuée de notre imagination a forcément des répercussions sur nos façons de penser et de nous rapporter à la réalité. C'est cette hypothèse que je voudrais, pour finir, développer en deux volets. Je m'inspire pour le premier de réflexions de Régis Debray. Dans le cadre de ce qu'il propose d'appeler la médiologie, le discours sur les médias, Debray explique que ce sont les médias dont nous disposons, dont l'humanité dispose à tel ou tel moment de son histoire, qui conditionnent la façon dont se déploient les idées, les représentations des hommes. Et il l'explique sur un cas particulier, les représentations religieuses, dans ce livre, Dieu, un itinéraire, en montrant comment, historiquement parlant, les façons que les hommes ont eues de se représenter la divinité sont corrélées aux médias, aux moyens dont ils disposaient pour produire et véhiculer de l'information. Debray synthétise cela en une formule un peu provocante, comme il sait les frapper. Il dit « La théologie, le discours sur Dieu, dépend de la technologie, le média dont on dispose. » Dans cette optique, on peut se poser la question, quelle est la figure de Dieu dans notre ère de l'imagination, c'est-à-dire, plus trivialement, quelle est la conception de Dieu, du divin, qui passe à la télé? Quelles sont les mutations que connaissent nos représentations de la divinité dans ce moment où notre rapport au monde devient toujours plus télévisuel? Je vais aller très vite, évidemment. À long terme et dans cette perspective, cela semble mal engagé pour le judaïsme et l'islam. En raison de l'interdit que ces religions font porter sur la figuration de Dieu, alors dont Antoine Grandjean vous a parlé tout à l'heure et dont on reparlera à plusieurs reprises dans ces journées, ce sont des religions qui, en leur essence, sont condamnées, au moins sous leurs formes actuelles, à mal passer à la télé. L'avenir, alors j'entends l'avenir médiatique, est peut-être un peu moins compromis pour le christianisme, qui, historiquement parlant, est celui des trois monothéismes qui a accepté une sorte de compromis avec les images. Donc des trois monothéismes, il semble être celui qui est le plus susceptible de vivoter à l'heure de la télévision. Il reste que, médiatiquement, comme le judaïsme et l'islam, le christianisme est une religion du texte, c'est-à-dire dans l'optique de Debray, une religion caractéristique d'un monde où le média dominant était l'écriture, et c'est pourquoi on peut également estimer que, médiatiquement parlant toujours, ce n'est pas non plus très bien engagé pour le christianisme. En revanche, et toujours dans la même optique,
on peut dire que nous sommes en train d'assister à l'émergence de nouvelles formes de religiosité et de représentation du divin adaptées à notre ère de l'imaginaire télévisuel. Le principal mouvement religieux ou spirituel apparu en Occident dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire le New Age, semble précisément, alors je n'ai pas le temps de justifier, mais ce n'est pas très compliqué à faire, semble précisément une configuration religieuse adaptée à l'ère de l'imagination, c'est-à-dire produite par elle, configurée en quelque sorte pour passer à la télé. Le fait est, en tout cas, que l'émergence et le développement du New Age sont rigoureusement corrélés au phénomène de multiplication et d'hégémonie des écrans depuis les années 1960. Dernière remarque, ou conclusion si vous préférez, sur ce qui est en train de se passer dans notre ère de l'image, dans notre écranosphère, si on veut l'appeler ainsi. D'une part, ce rapport imaginaire ou imaginal à la réalité est en train de devenir notre mode d'accès privilégié, hégémonique, voire hégémonique au monde. D'autre part, si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai raconté, ce type de rapport au monde interdit de bien penser un certain nombre d'objets, de domaines du réel. Dieu, l'esprit, tout ce qui est de l'ordre du concept abstrait, ce que j'ai regroupé pour simplifier dans la catégorie métaphysique. On peut donc dire, pour synthétiser, que cette situation d'hégémonie des écrans détermine un rétrécissement, c'est-à-dire un appauvrissement, de notre champ de réflexion potentiel qui s'opère principalement, rétrécissement qui s'opère principalement au détriment de la métaphysique. Dès lors, il me semble que l'alternative est la suivante. Ou bien, nous acceptons que ce rapport imaginaire à la réalité demeure ou devienne hégémonique. Nous acceptons alors de renoncer à ce que je viens d'appeler la métaphysique, c'est-à-dire une certaine forme de réflexion sur Dieu, l'esprit, la morale et ce genre de choses abstraites à laquelle la philosophie, au moins telle que nous l'avons connue depuis Platon, essayait, avec plus ou moins de réussite, de se consacrer. Bref, si la télévision triomphe, c'est la fin de la métaphysique, c'est-à-dire d'une bonne partie de la philosophie telle qu'on la pratique depuis 2000 ans. Toujours pareil, avant de juger, il faut décrire, avant de décider si c'est bien ou mal, souhaitable ou regrettable, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Ou bien, on considère que, pour diverses raisons, les objets dont je viens de parler, les objets de la métaphysique, méritent qu'on persiste à s'intéresser à eux, et que cela vaut la peine de continuer à faire de la métaphysique. Il faut alors s'en donner les moyens. Cela implique non pas de couper ou de supprimer la télévision, mais d'adopter aussi les comportements et les postures qui nous permettront d'avoir un autre type de rapport informatif à la réalité que le rapport télévisuel. C'est-à-dire que cela implique de pluraliser nos sources d'information en ne nous limitant pas à celles qui sollicitent quasi exclusivement notre imagination, et cela implique que nous adoptions d'autres postures pour la réception d'informations que la station devant des écrans. Il faut alors, par exemple, lire le journal, des livres, écouter la radio, assister à des conférences et des débats. La richesse et le champ couvert par notre pensée, à l'échelle individuelle aussi bien que collective, dépendent ainsi de l'effort que nous fournirons maintenant pour nourrir notre réflexion, notre rapport au monde, d'informations différentes de celles qui nous sont proposées par les multiples écrans qui nous entourent.